Donc on peut distinguer en fait trois périodes dans la migration vers la Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, la période de reconstruction économique et des Golden Sixties, immédiatement après la guerre, puis la période qui commence après la crise pétrolière de 1973 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Et finalement, la dernière période qui va connaître une internationalisation croissante, partiellement liée au traité de Maastricht de 1992 et à l'élargissement de l'Union européenne. Et ceci particulièrement à partir des années 2000. On traitera ici uniquement de la première période. Une des caractéristiques fondamentales de cette première période est que c'est une migration de travail organisée par le gouvernement ensemble avec le patronat belge. Il s'agissait essentiellement d'une migration de travail masculine et de travailleurs peu qualifiés en fonction des nécessités économiques du pays. Cette période peut à son tour être subdivisée en trois. La décennie italienne dominée par la soi-disant guerre du charbon. L'élargissement de la migration de travail organisée à l'ensemble du bassin méditerranéen et à l'ensemble de l'industrie belge à partir du milieu des années 50. Et puis, en troisième période, la migration plus restrictive, plus individualisée à partir de la récession économique de la fin des années 60 jusqu'à 1974. En 1945, la production du charbonnage en Belgique était retombée à moitié de la production d'avant-guerre. Aussi bien l'industrie que les ménages avaient une demande urgente de charbon, mais peu de travailleurs belges étaient volontaires pour le travail dans les mines qui étaient considérés comme nuisibles à la santé, dangereux et trop peu rémunérés. L'industrie minière avait déjà avant la guerre recruté des travailleurs à l'étranger. Après la guerre, des prisonniers allemands seront forcés de travailler dans les mines belges. En 1947, la Belgique comptait 165 000 mineurs. 95 000 d'entre eux étaient belges, 31 000 étrangers et 36 000 prisonniers de guerre allemands et 3 000 condamnés. Sous le gouvernement du Premier ministre et ministre du Charbon, Achille Van Acker, un traité bilatéral sera signé avec l'Italie le 23 juin 1946. Dans le cadre de l'accord, des dizaines de milliers de mineurs italiens seront recrutés pour les mines belges. Les conditions de vie et de travail étaient néanmoins tellement pénibles que beaucoup ne tenaient pas très longtemps le coup. Pour des jeunes venant parfois directement de la campagne, descendre dans la mine était l'enfer. Dans un rapport de la Banque nationale de 1947, on peut lire « Le recrutement des travailleurs italiens qui devaient être substitués aux Allemands rapatriés n'a pas répondu aux résultats espérés. Non seulement la cadence des arrivages est restée très inférieure aux 2000 unités par semaine, mais à la fin d'avril, plusieurs centaines de ceux-ci avaient déserté la mine, souvent après quelques jours seulement de présence, et avaient soit été placés dans les hauts fourneaux et les carrières avec l'accord des autorités compétentes, leur refus de descendre dans la mine étant appuyé par un motif estimé plausible, soit disparu clandestinement pour se livrer à une activité que leur interdisait leur contrat d'immigration. Certains seront arrêtés et amenés à Bruxelles au Petit Château, avant d'être rapatriés. D'autres trouveront du travail à Liège ou à Bruxelles et vont habiter les quartiers où la communauté italienne d'avant-guerre s'était déjà installée, notamment à Saint-Gilles, Anderlecht et Molenbeek. La catastrophe de Marcinelle à la mine du bois du Casier en 1956 est le plus grave accident de travail dans l'histoire du pays belge. Elle causa la mort à 262 mineurs, dont beaucoup de travailleurs italiens. La catastrophe de Marcinelle mit un terme définitif à l'accord du charbon entre l'Italie et la Belgique. La Belgique commença à la même époque à élargir le recrutement de travailleurs étrangers à l'ensemble du bassin méditerranéen. Des accords seront conclus avec l'Espagne de Franco, avec la Grèce, et puis plus tard, en 1964, avec la Turquie et le Maroc. Dans la période de 1955-1957, la migration au travail connaîtra un deuxième point culminant avec plus de 70 000 migrants par année. Cette nouvelle migration ne se limitera plus au charbonnage, mais va être dirigée vers l'ensemble de l'industrie.
Et Bruxelles était à cette époque encore la ville ouvrière la plus importante du pays et surtout, au long du canal, se trouvaient de multiples petites entreprises qui étaient en quête de travailleurs. Le poids géographique de la migration va dès lors s'orienter davantage vers Bruxelles. Au moment de la formation de la région bruxelloise en 71, on dénombra plus de 170 000 ouvriers manuels. Dans la région, il y a également plusieurs grandes usines, dont notamment les usines automobiles de Citroën, de Volkswagen, de Renault. Et l'usine de pneus Michelin à Saint-Pietersleep, par exemple, comptera parmi ses plus de 1000 travailleurs presque 90% de travailleurs étrangers. C'est également l'époque des grands travaux de construction à Bruxelles, l'Expo 1958 qui se tiendra sur le plateau du Heysel, la construction des tunnels de la Petite Ceinture, le viaduc de Kuckelberg, le début du Grand Ring, la démolition du quartier nord qui doit faire place au plan Manhattan, qui sera heureusement jamais réalisé comme planifié. La démolition du quartier populaire a d'ailleurs amené beaucoup de familles immigrées à devoir déménager le long du canal par après. C'est la récession à la fin des années 60 qui va amener le gouvernement belge à des mesures d'immigration plus restrictives et nettement plus discriminatoires par rapport aux travailleurs immigrés. Ceux qui perdront leur travail seront souvent obligés à quitter le pays. Et dès lors, en même temps, on voit que bien plus de travailleurs vont suivre des trajets migratoires individualisés. La crise de 73 mettra définitivement une fin à cette période de migration de travail organisé. Mais les années 74-75, après la fermeture des frontières, connaîtront un boom de migration, car beaucoup de travailleurs décident alors de laisser venir leurs familles, de peur de mesures encore plus restrictives de l'avenir. Pour Bruxelles, cette fin des années 60 et la migration début des années 70 sert en fait en grande partie à éviter que la ville se dépeuple. Parce que la migration suburbaine avait commencé grâce à l'automobile et grâce en fait au paysage suburbain en Belgique qui permettrait une facile implantation à l'extérieur de la ville. Et donc les quartiers les plus populaires commençaient à se vider. Et c'est dans ces quartiers que la migration étrangère va commencer à s'organiser. Quand le premier métro de Bruxelles ouvra ses portes en 1976, Bruxelles est déjà devenue une ville fortement internationalisée et multiculturelle. Un métro qui est d'ailleurs le fruit du travail de beaucoup de travailleurs étrangers. Bruxelles est évidemment également le siège de beaucoup d'organisations internationales, dont notamment les organisations européennes, qui ne vont que renforcer le caractère international de notre ville. À partir de l'Expo 58, une communauté congolaise a également commencé à se former, surtout en partant d'étudiants congolais. Mais fin des années 60, début des années 70, c'est de plus en plus des habitants du monde entier qui vont venir habiter notre ville, à partir du Chili, du Brésil, jusqu'au Pakistan, à l'Inde ou au Cambodge.